Salam alaikum Azul, bonsoir. Le syndicalisme en Algérie a été très vite, très tôt mis sous contrôle, tout de suite après l'indépendance du pays. L'UJTA, qui avait été un puissant acteur de la révolution algérienne, a été littéralement phagocyté, à l'instar du FLN par ailleurs, pour devenir une sorte d'organe de conditionnement de la classe ouvrière. Mais malgré le flicage très serré de l'UJTA, l'esprit et le militantisme syndical demeurèrent relativement présents dans certaines corporations notamment, imprégnées par des traditions, par une mobilisation et une tradition de militantisme. Jusqu'à 1969, lors de la promulgation de l'arsenal juridique de la GSE, Gestion socialiste des entreprises, qui, sous le prétexte très chafouin d'accorder aux travailleurs le droit de gérer leurs propres usines, allait finir par tuer toute forme de revendication. La rente était là et avait servi à faire croire aux travailleurs que l'outil de production leur appartenait désormais. Ils ne pouvaient plus revendiquer quoi que ce soit puisqu'ils avaient tout, leur avait-on dit. Ils avaient tous droit à des primes de rendement collectif et individuelles par mois et à une part de bénéfices de l'entreprise par an, alors que la même entreprise était déficitaire. Ce fut une sorte de corruption de masse. L'UJTA devint une organisation organique, j'allais dire, comme les autres, dédiée à la propagande du régime et à l'encadrement des travailleurs. Aujourd'hui, à la faveur de ce qui est convenu d'appeler l'ouverture démocratique de l'après-octobre 88, des syndicats libres sont nés, mais leur capacité à la mobilisation et à la représentation a été fortement bridée dès leur naissance. Et des syndicats marrons ou jaunes leur ont été collés au basque pour gêner leur action, les freiner, les fourvoyer dans des impasses. Mais le temps et la terrifiante crise qui s'apprête à fondre sur l'Algérie jouent désormais pour eux, pour ces syndicats. Il ne fait plus aucun doute qu'ils vont être appelés à jouer un rôle de premier plan, bien plus tôt que ne l'imaginent certains. C'est cela qui se profile déjà à l'horizon, c'est cela qui inquiète déjà le régime, le rôle des syndicats libres dans la très forte contestation populaire qui s'annonce déjà. Sauront-ils, ces syndicats, devenir un pôle autour duquel se rallieraient les forces vives de la classe ouvrière? Le syndicalisme algérien va-t-il pouvoir enfin donner la pleine mesure de ses capacités, retrouver son honneur et ses lettres de noblesse? Aujourd'hui, les syndicats en Algérie, réalité et défi. Et pour en parler, j'ai ici avec moi sur le plateau Azouaou Khellef, enseignant, syndicaliste. Azouaou Khellef, merci d'être avec nous. Merci Ben Chennouf pour l'invitation. Je salue tous les spectateurs. Merci beaucoup. Au téléphone depuis Alger, Idir Achour, secrétaire général du CLA des lycées d'Algérie. Idir Achour, merci d'être avec nous. Merci aussi à Mahadidia de nous inviter à chaque fois et merci à nos téléspectateurs d'être à l'écoute. Et avec nous, Meziane Mariane, syndicaliste. Merci Meziane Mariane d'être avec nous.
Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, les titres, nous les avons déjà présentés, je crois. Donc, nous allons donc commencer. Aujourd'hui, les perspectives, j'allais dire, sont déjà là. Mais nous allons présenter les titres. Liberté, secteur de la formation professionnelle à Tizi Ouzou. Les travailleurs en grève, par Samir Leslous. Algérie Monde Info, éducation nationale, vers une grève générale en janvier prochain, par Nordine O. Le Courrier d'Algérie. Ils peinent à avoir des autorisations pour tenir leurs conseils nationaux. Les syndicats de l'éducation dénoncent l'entrave à l'exercice syndical, par Ania Nechalel. Les perspectives, disais-je, sont déjà là, en fait. Tout le monde sait que ce régime n'attend que passer les élections présidentielles pour annoncer le plus dur, ce qui va tomber sur la tête des Algériens, des mesures d'austérité drastiques, avec la réduction des ressources financières, la chute des prix du baril, des mesures particulièrement difficiles. Les Algériens devront se préparer à serrer la ceinture dans un système très injuste, où la répartition des richesses est très inéquitable et où la colère gronde et où les syndicats autonomes, notamment, commencent à se préparer à ces perspectives. Comment voyez-vous la situation ? D'abord, maintenant, si nous pouvions parler de la situation, faire un état des lieux des syndicats autonomes, qu'est-ce que vous nous diriez ? Bonsoir. Donc, si vous permettez, M. Benchenouf, avant de parler sur la situation d'aujourd'hui, si vous permettez, j'aimerais bien rendre un hommage aujourd'hui chez vous aux premiers pionniers du syndicalisme algérien, qui sont bien sûr notre immigration. Je tiens à rappeler ici que le mouvement syndical algérien a commencé juste après la fin du premier conflit mondial. Donc, ils commençaient à s'intéresser à leur cause d'abord, socio-professionnelle, et sans qu'ils soient éloignés de la cause nationale. Donc, vers la fin des années 20, donc, nous savons tous que c'est des syndicalistes qui ont créé l'ENA, l'étoile nord-africaine. Oui. Et c'est eux, donc c'est l'ENA, le cheminement de l'histoire, il les connaît très bien. Donc, ces travailleurs algériens n'ont jamais dissocié les revendications socio-professionnelles de la cause nationale qui est l'indépendance. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans l'état où nous sommes, donc l'hommage, on doit le rendre à ces premiers valeureux syndicalistes dans l'opacité, dans je ne sais pas comment dire, dans le resserrement le plus absolu, et n'ont pu quand même s'intégrer dans le CGT et le CGTE. Donc, généralement des forces de gauche. Des forces progressistes. Des forces progressistes de gauche. Donc surtout après le massacre de 8 mai 1945, donc il y a une montée fulgurante des syndicalistes algériens au niveau de la CGT, au point où les historiens nous disent que après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Algériens sont majoritaires au niveau des CGT, sans qu'ils prennent des postes de responsabilité. Ils sont majoritaires militants, mais ils n'ont pas pris de poste de responsabilité. Ils étaient très présents dans des grandes entités industrielles comme Berlier, Renault, la mines aussi. les chantiers. Voilà. Oui. Donc on doit leur rendre hommage aujourd'hui, parce que c'est le cheminement logique du travail syndicaliste. Absolument. Donc parlons d'aujourd'hui. L'état des lieux des syndicats, comment est-ce que vous vous trouvez ? Quel est votre état de santé ? Est-ce que le régime vous laisse agir, activer ? Je pense, si on va parler sur l'état des lieux, moi, je peux distinguer trois catégories, disons trois étapes dans le mouvement syndical algérien. Oui. C'est le premier sur lequel j'ai parlé avant l'indépendance. Après l'indépendance, 62-89 avec l'UGTA, syndicat unique. 89 à ce jour. C'est la troisième étape, mais je peux me permettre aujourd'hui de qualifier une quatrième étape, c'est celle de la naissance des syndicats, de la Confédération des syndicats autonomes. Je tiens à vous informer que... Dans le sigle est le CGA ? CSA. CSA. C'est la Confédération des syndicats autonomes. Autonomes. Qui vient d'être né juste récemment, le 10 novembre 2018. Combien il y a de syndicats à l'intérieur ? Il y a 13 syndicats à l'intérieur. Donc il y a l'éducation, il y a la formation professionnelle, il y a l'université, il y a la santé, il y a les vétérinaires, il y a les imams, il y a la maintenance aéronautique
et il y a les postes. Donc il y a 13 syndicats. Certes, Mais je constate qu'il n'y a pas d'ouvriers oui, pour le moment. justement, le manque, c'est celui-là. Oui. Le manque d'ouvriers. Je tiens à vous dire aussi que dans le privé, on a du mal à instaurer des cellules syndicales. C'est le manque aujourd'hui. Mais généralement, ces syndicats que vous me citez, c'est un peu les catégories socio-professionnelles moyennes, de la classe moyenne. Il y a la fonction publique. Il y a les médecins, donc disons que c'est la classe moyenne et classe moyenne supérieure. Voilà. Donc, et dernièrement, il y a eu une conférence qui a été tenue donc, au niveau du siège de l'UNPEF. Ils ont annoncé la naissance de cette confédération. Même si auparavant il y avait une tentative avec la CASA, ça n'a pas abouti. Confédération autonome des syndicats, Confédération algérienne des syndicats autonomes, tout simplement parce que le système ne les laisse pas. Nous le savons tous. Et vous a laissé construire cette alliance entre ces 13 syndicats? Il n'a pas essayé de vous en empêcher? Il est fait maintenant, donc ils sont dans le stade de dépôt de dossier pour avoir le récépissé. Certainement, mes camarades d'Alger vont nous informer si le récépissé, puisqu'ils sont l'un président du CLA, l'autre du président du SNAPEST. Oui. Donc, ils peuvent nous dire s'il y a eu l'accusé de la réception, qu'ils l'ont eu oui ou non, mais ils ont fait. D'ailleurs, c'est une présidence tournante. Les 6 premiers mois, c'est le président de l'UNPEF qui a... Il ne va pas y avoir un problème d'ego, comme d'habitude, surtout avec les infiltrés de la police politique qui essayent Justement, le retard que nous avons fait de 2000 à 2018, justement pour éviter ce genre de choses. Je pense que maintenant, il y a une maturité à ce que je connais les différents syndicats. Donc, ceux de l'éducation, ils sont bien clairs, ils sont à 6. La formation professionnelle, le CNES, il est quand même connu, c'est pas parmi les premiers syndicats. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir ce problème d'ego. Parce que l'intérêt qui est en jeu doit dépasser justement cette histoire de personnes. Nous sommes à un stade où on ne doit plus parler de personnes, on doit trouver des solutions aux problèmes des travailleurs algériens et aux problèmes de l'Algérie d'une manière vous pensez globale. Que c'est prometteur, cette nouvelle confédération? Moi, je suis convaincu. Tout en connaissant de quoi le système est capable, mais je demeure convaincu. Pourquoi? Parce que c'est un espace, c'est un nouveau espace. Donc maintenant, on doit y aller à une autre étape. Je dis que cette étape, c'est une nouvelle étape pour moi. Je la considère comme ça. Je ne sais pas si mes camarades vont être d'accord avec moi. Donc ça va rentrer dans l'histoire. Et vous êtes conscient que les perspectives très proches vont être terribles, vont être très difficiles? Oui. Est-ce que vous êtes conscient de oui, ça? Même le pouvoir aujourd'hui a peur de cette confédération, justement. Il a peur d'appeler un boycott, d'appeler, je ne sais pas. Donc, mais est-ce que le pouvoir, tout le monde le sait, préfère que la contestation s'oriente vers la violence, comme ça pour faire peur aux Algériens? Oui. Est-ce que vous serez demain en mesure de pouvoir canaliser ce potentiel de colère vers une vraie contestation syndicale et politique? Nous avons déjà subi ce genre de violence. Je parlerai de l'intersyndicat de l'éducation, parce qu'avant, il y avait l'intersyndicat de l'éducation, uniquement les syndicats de l'éducation, où nous avons appelé à plusieurs manifestations, à plusieurs mobilisations publiques. À chaque fois, on est empêché, dans la violence. Oui. Il y a des présidents de syndicats qui ont été bâillonnés et enfermés pendant des heures dans des commissariats. Donc, nous, on ne va pas répondre. Nous savons très bien que la seule chose que le pouvoir maîtrise, c'est la violence. Donc nous sommes conscients de la chose. On ne pourra jamais répondre à cette violence. Et restez avec nous. Mziane, Marianne, donc d'abord un état des lieux. Où est-ce que nous en sommes en termes de syndicalisme, de revendication, de contestation, de même mise et de manipulation du régime sur certains de ces syndicats autonomes ou dits autonomes? Merci. Je profite aussi pour revenir jusqu'à l'étoile nord-africaine brièvement. Effectivement, exactement en 1918, la majorité des ouvriers nord-africains étaient dans la CGT. Ils ont initié une motion de soutien contre le colonialisme. La direction de la CGT a refusé de la signer. Il y a eu des missions collectives de tous les Algériens et des communistes français qui étaient dans la CGT. Et Imam Chamar, avec ses camarades, ils ont initié ce qu'on appelait à l'époque, et c'est dans les archives de la CGT, la FOAN, la Fédération des ouvriers
à l'Afrique du Nord, qui n'a pas fait long feu et qui s'est transformé par la suite. Tout le Conseil national est allé vers l'étoile nord-africaine. Et les communistes français, ils ont créé ce qu'on a appelé à l'époque la CGTU. Ceci pour l'histoire, donc pour démontrer aussi que le syndicalisme et les syndicalistes algériens ont été tout le temps à l'avant-garde de la sauvegarde de la nation. Maintenant, si on revient après, bien sûr, à notre époque 62, pour les syndicats autonomes, il faut dire, après l'ouverture de 88, qui malheureusement s'est effectuée dans le sang, le pouvoir qui a constaté le fossé qui existe entre le monde du travail et l'UGTA, et le FLN et le peuple, a cédé une constitution qui a donné naissance aux différents syndicats autonomes. Mais on a confiné ces syndicats dans un corporatisme de fait. C'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir votre agrément, il ne faut pas ratisser large à travers toute la masse des travailleurs. C'est uniquement dans votre secteur. Sinon, vous recevez un refus catégorique de la part du ministère du Travail, vous ne serez pas enregistré. On nous a confinés dans un corporatisme, mais avec les événements qu'on a vécus en 2003, en 2007 et récemment en 2016, donc on a toujours initié des rencontres avec les différents syndicats, malheureusement de la fonction publique. Les syndicats autonomes, on ne les autorise pas à naître dans le secteur économique. Il est vraiment tué dans l'œuf dès qu'il y a une petite naissance d'un syndicat autonome. À titre d'exemple, le syndicat autonome des postiers, qui a vraiment ébranlé la direction, qui a vraiment fait de l'agitation digne d'un syndicat autonome, qu'est-ce qui s'est passé? À ce jour, ils sont licenciés de leur travail. La justice a rendu le verdict en leur faveur, mais point d'application. Malgré, comme ils disent, leur justice, le verdict est rendu au nom du peuple algérien. Donc il y a violation des conventions ratifiées par notre pays. Les lois qu'ils appliquent actuellement pour verrouiller le monde du travail, verrouiller les syndicats autonomes, est en contradiction avec toutes les conventions ratifiées par notre pays. La situation est dramatique. À titre d'exemple, les dernières mesures de représentativité sorties par le ministre du Travail, qui exigeaient 20% de représentativité et encore les ramasser avec le numéro de la case orale, chose qu'on n'a jamais fait, et il parle de 20% de représentativité, alors que le taux de syndicalisation en Algérie n'est même pas de 18%. À supposer que tous les syndiqués appartiennent à l'UGTA n'a pas ces 20%. Mais ils ont choisi ceux qui les accompagnent dans leur besogne, soi-disant, de propagande du gouvernement vers les ouvriers, et non pas les syndicats autonomes qui ont un principe revendicatif des intérêts socio-professionnels de leurs adhérents. Mais l'avènement de cette CSA, la Confédération syndicale algérienne, vous pensez qu'elle pourrait changer la donne? Oui, on a fait plusieurs tentatives. À chaque occasion, on saute sur le dénominateur commun pour se réunir, pour se regrouper. L'avant-dernier regroupement, c'était sur le statut particulier. Bon, qui n'a pas fait long feu, mais cette fois-ci, je pense que c'est la bonne occasion, comme on dit. On s'est regroupé, le déclic qui nous a regroupés, c'est la suppression du décret 97-13 relatif à la retraite. Actuellement, on se retrouve à 13 syndicats et la confédération est ouverte à tous syndicats qui veulent nous rejoindre. Et restez avec nous, M. Marianne, je reviens à vous. Le 10, c'est tenu l'Assemblée constitutive de cette confédération. Restez avec nous, je reviens à vous pour essayer de parler des perspectives qui s'annoncent. Idir Achour, donc état des lieux, comme vos camarades,
Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le rôle de l'UJTA dans tout ça? Est-ce que le régime pourra ainsi continuer à vous diviser, à vous infiltrer, à vous empêcher de devenir de véritables pôles de ralliement des travailleurs algériens? Comment voyez-vous les choses? Rebonsoir, Bonsoir. mon ami, rebonsoir aux collègues syndicalistes qui interviennent avec moi dans cette émission et rebonsoir aux téléspectateurs. Bien sûr, faire un état des lieux, c'est avant tout de dire que le syndicalisme, c'est avant tout c'est des contextes, c'est des situations socio-économiques, sociopolitiques qui permettent aux syndicats d'agir ou de réagir ou de se taire. Donc c'est tout. Il diffère d'une situation à une autre. On ne peut pas parler du syndicalisme aujourd'hui en Algérie comme on parle du syndicalisme des années 1800 ou les années 1900 lors du colonialisme ou juste après l'indépendance. Donc, tout répond en fait à un contexte socio-économique, socio-politique qui permet aux syndicats de s'organiser en fonction du contexte du moment. Effectivement, si on fait le syndicalisme d'une façon historique, nous allons dire son principe de base, c'est de dire travailleurs du monde, unissez-vous, et unissez-vous contre le capital, contre les oppresseurs, et grosso modo contre le colonisateur de la notion du travail, qui permet d'arracher, de prendre tout le profit qu'on produit, juste à une minorité de personnes humaines, et ceux qui produisent ces richesses, ceux qui produisent ces profits, n'auront rien du tout. C'est sur cette base qu'il se fait l'organisation syndicale, etc., historiquement. Mais avec l'évolution du monde du travail, l'évolution de la gestion du personnel, etc., le contexte a changé, comme a changé en Algérie. En Algérie, quand on parle de l'ère coloniale, et juste après l'indépendance, bien sûr, l'UJTA, il faut l'inscrire dans ça. Il faut remercier tout d'abord l'UJTA historique qui a joué son rôle. Il faut rendre hommage à Aïssati Idir aujourd'hui qui a permis aux travailleurs algériens de se mobiliser pour la libération de l'Algérie. Mais ce contexte historique et de liens affectifs pendant les années 50 avec le FLN a continué à exister malheureusement après l'indépendance. C'est que même si on a eu l'indépendance politique, l'indépendance du territoire de l'Algérie, on n'a pas réussi à faire la séparation entre l'indépendance syndicale de l'UJTA avec le politique et les détenteurs du pouvoir du temps. Malheureusement, ça a continué, mais ça a été aussi un contexte. Et dans ce contexte-là, il faut se dire qu'il n'y avait pas uniquement une UJTA pouvoir, mais il y avait beaucoup de sections UJTA à la base qui sont battues pour un vrai syndicalisme. Est-ce qu'elles existent encore, Idir Achor? Est-ce que ces sections syndicales et ces structures syndicales de l'UJTA qui réussissent à contre-courant, littéralement, à résister à la formidable machine à corrompre et à contraindre de la direction de l'UJTA, est-ce qu'elles continuent de lutter? Est-ce qu'elles existent encore? Ou est-ce qu'elles ont été totalement absorbées, phagocytées? À mon avis, ça existe encore et ça existe parce que c'est pour ça que je parle du contexte économique, etc. Mais à mon avis, ça existe encore des mobilisations au sein des sections de la base à l'UJTA, des travailleurs qui se mobilisent pour leurs droits. Nous avons vu ça au niveau de la zone industrielle de Ruiba, on voit ça au niveau de l'Hadjar, on voit ça au niveau des fois des ports, que ce soit d'Alger ou d'Oran, et on le voit dans pas mal d'entreprises publiques qui vivent, mais uniquement on n'entend pas parler de ces luttes parce que des fois ils sont ghettoisés au sein de l'entreprise juste pour revendiquer beaucoup plus de versement de leur salaire, pour faire face à un plan de licenciement ou de radiation de quelques-uns. Rien que pour citer par exemple, à Béjaïa, nous avons eu affaire avec des sections syndicales que nous avons soutenues dans le cadre du comité de solidarité avec les luttes des travailleurs. Ça fait pas longtemps avec les gens du port de Béjaïa. Nous l'avons fait avec
une entreprise économique de bâtiment et qui ont réussi, nous l'avons fait avec une entreprise de travaux publics. Il y a toujours des sections à la base, UGTA qui se battent. Ils adhèrent à l'UGTA parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, etc. Ils l'utilisent comme couverture. Et là, ils ont nos salutations pour leur courage de se battre à la fois contre la bureaucratie de gestion ou les gestionnaires bureaucrates de l'entreprise, ainsi que leur bureaucratie syndicale, etc. Et ils font face, etc. Donc, Est-ce que la CSA, est-ce que la CSA, Oui. la Confédération syndicale algérienne, cette nouvelle structure très prometteuse, oui. est-ce qu'elle est uniquement consacrée à rassembler des travailleurs de la fonction publique ou est-ce qu'elle pourrait avoir d'autres ambitions, j'allais dire, de pouvoir rallier à elle les travailleurs de son Attrac, de son Elgaz, les dockers, les cheminots? Mais ça c'est clair, c'est notre bataille. Il faut se dire que la CSA, la Confédération des syndicats algériens, comme son nom l'indique, il fruit déjà d'un ensemble d'expériences des syndicats autonomes en Algérie. Parce que quelle soit la durée, on a que 30 ans, c'est vraiment rien du tout par rapport à l'histoire du syndicalisme. Quand on compare l'histoire du syndicalisme autonome en Algérie qui a démarré les années 90 et on connaît que les années 90, ils étaient fermés, etc. Ça n'a pas permis l'émergence, vraiment l'émergence de ce type de syndicat. Il fallait attendre les années 2000 pour les revoir sur la scène. Donc, en termes d'expérience, on n'en a que 30 ans. Et dans ces 30 ans, ils ont fait une avancée quand même considérable dans la lutte syndicale en Algérie. Donc, l'expérience de la CSA, il faut le dire, il est fruit d'un ensemble d'expériences déjà qui ont été l'intersyndicat de la fonction publique, la coordination des syndicats de la fonction publique, qui ont été mis en échec par le pouvoir en place malheureusement. Mais cette mise en échec de ces expériences-là a donné de l'autre côté un autre fruit qui s'appelle le CCA parce qu'en fait, on est là par un cumul d'expériences. Et restez avec nous, je reviens à vous, Idir Achour. Et j'espère que ça va avancer mieux à l'avenir grâce au cumul d'expérience qu'on a déjà au sein de notre capitale comme syndicaliste. Restez avec nous. Alors, Azou Khellaf, le régime n'est pas fou, hein, il ne va pas vous laisser faire. C'est une entreprise de très grande envergure. Cette CSA laisse imaginer que vous allez devenir en quelque sorte, ce n'est plus une confédération, c'est un gros syndicat capable de rassembler beaucoup de monde, capable de se préparer à une crise majeure qui est déjà là. Vous pensez qu'ils vont vous laisser faire, le régime ? Connaissant le régime, je sais bien, il fait des manies des pieds pour s'aborder le projet. Il va donc pas vous agréer, très certainement. Je n'en sais pas, donc normalement le dossier est déposé, donc la Confédération est composée d'un bureau, ils vont même élire prochainement un conseil. Donc même nous, on ne va pas uniquement s'intéresser à la question syndicale. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la tripartite, qui est quand même un organe très important, les travailleurs ne sont pas représentés. Le patronat et les JTA. Pas les autres syndicats. Et les JTA, comme l'a dit... Les JTA est partie prenante du régime, elle fait partie comme du l'a régime. dit un certain sociologue, les JTA était le représentant de l'État auprès des travailleurs et non l'inverse. Oui. Alors qu'il est censé jouer le rôle inverse. C'est le représentant des travailleurs auprès du gouvernement, auprès de l'État. Maintenant, c'est le contraire qui se passe. Donc nous savons pertinemment que les différentes tripartites qui sont tenues en Algérie, sans risque de me tromper depuis qu'ils ont commencé à voir le jour, à aucun moment on avait défendu l'intérêt du travailleur, ni l'intérêt de l'Algérie aussi. Oui. Parce que quand on ne défend pas l'intérêt du travailleur, donc automatiquement on ne défend pas l'intérêt de l'Algérie. Donc aujourd'hui, au-delà de cette confédération, justement, veut être un partenaire qui va faire des propositions de sortie de crise. Ce n'est pas pour tout simplement, si les travailleurs sont bien représentés avec le JTA, je ne pense pas qu'on aura besoin de la naissance de cette confédération. Mais comme les travailleurs n'ont jamais été représentés, aujourd'hui le JTA en voit beaucoup plus, il est beaucoup plus bureaucratique que revendicatif. D'ailleurs, ils ont, depuis, je ne sais pas, ça remonte peut-être à 10 ans, même si ce n'est pas plus, ils n'ont jamais fait de grève.
Ils ont donné des instructions. Alors, des petites sections au niveau des entreprises, qu'ils arrivent à faire des protestations au niveau de leur secteur, ils le font sans l'accord de la centrale. Des fois même, ils sont sanctionnés. Des fois même, on fait des sanctions. Ils sortent du cadre. Ils sortent du cadre. Tout à l'heure, on a vu dans les VTR, plutôt dans le titre de presse, les travailleurs de la formation professionnelle étaient en grève. Je pense que c'est la section du GTA, mais sans l'accord de la tutelle. De la centrale, comme ils Ils le disent. font tout seuls. Des fois, ils font un bras de fer avec... La centrale, elle est toujours... elle se distingue toujours par ces histoires de corruption, de détournement des œuvres sociales, d'enrichissement des principaux patrons de l'UJTA qui sont quasiment tous milliardaires, qui habitent dans des palais, qui ont des biens à l'étranger, qui ont des usines à l'étranger. C'est incroyable, ça. Mais je ne pense pas que l'UJTA peut vivre sans ça. Je ne pense pas qu'ils les travailleurs, pourquoi ils ne se rebivent pas? Moi, ce que je ne comprends pas, par exemple, quand vous prenez l'UJTA de Sonatrach, tout le monde sait que la plupart des responsables du JTA de Sonatrach sont milliardaires. Oui. Tout le monde le sait. Pourquoi les travailleurs de Sonatrach ne se révoltent pas? Je ne suis pas un travailleur de Sonatrach, mais ce que je sais qu'il y a une opération terrible. Oui. Il y a une opération terrible, donc quand il n'y a pas une liberté d'action, quand il n'y a pas une liberté de penser, quand il n'y a pas une liberté d'agir. Donc on a beau être dans une grande boîte comme Sonatrach, automatiquement, ils vont tous s'aligner derrière le responsable. Donc, si Sonatrach est ouverte à d'autres syndicats, peut-être il va avoir ce bras de fer, peut-être les travailleurs vont quitter de masse le GTA pour aller dans un autre syndicat. Est-ce que vous le savez, M. Benchenouf, qu'il y a dans des secteurs en Algérie où il n'y a pas de syndicat autonome. Il y a uniquement le GTA. Oui. Parlons des hydrocarbures, par exemple, le Sonatrach, il y a uniquement le GTA. On n'ouvre pas... impossible d'avoir un syndicat autonome à Sonatrach. Ouais. Donc, le fait que moi, sincèrement, c'est ma logique. J'ai 52 ans, je n'ai jamais adhéré dans le GTA, même si aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, après l'ouverture démocratique, ça part suite au problème des syndicalistes de Hadjar et de la pétrochimie de Arziou, que le mouvement a commencé, parlons des événements 88. Et l'honneur leur revient aussi parce qu'ils ont donné à la première naissance un intersyndical autonome, COSIFOB. Ça s'est passé en 90 aussi. Donc, et la majorité, je dirais sans risque de me tromper, parce que de 62 à 89, il n'y a que le GTA comme syndicat. Donc, si tu veux essayer de défendre les travailleurs, il faut être dans le GTA. Donc, après l'ouverture démocratique, c'est là que commence la naissance des syndicats autonomes. Mais ils vous ont créé beaucoup de clones aussi, de faux syndicats indépendants qui étaient là pour vous fliquer, pour vous faire des problèmes. C'est tout à fait normal. Imaginez-vous, M. Benchenouf, là, nous sommes en 2009, disons que 1989-90, donc avant, il n'y avait qu'un seul syndicat qui s'appelle UJTA, et le lendemain, c'est comme le multipartisme aussi. Oui, oui. Avant qu'il y avait les FLN uniquement en bas. Nous savons tous pertinemment qu'il y a des partis démocrates qui sont infiltrés par des anciens du FLN. Absolument. On en connaît. Donc il y a la même chose pour les syndicats. Des partis de la mangeoire. Mais il ne faut pas cracher sur tout. Oui. Certes, peut-être ils ont démarré au niveau du GTA, mais avec le temps, d'ailleurs, il y a des gens qui ont quitté carrément le GTA. Je parlerai du camarade Osman, que Dieu ait son âme. Il était à le GTA, celui qui a créé le CLA. Donc, il a quitté carrément le GTA pour créer un autre syndicat. Oui. Et il y a d'autres qu'on avait... Une question. Le privé qui est assez important aujourd'hui, hein, le privé généralement dans le travaux publics et bâtiments, dans les usines de transformation. Pourquoi il n'y a quasiment plus de syndicalisme dans ce secteur? Eh ben, c'est ce que le CSA veut faire, envisage de faire. D'abord, les portes sont ouvertes à tout. Avec ça, espérons qu'on le privé va essayer de se mobiliser, tout en sachant qu'il y a une confédération qui est née, donc ils vont se mobiliser, ils vont adhérer dans la confédération. Ça, c'est pour le privé, parce qu'aujourd'hui, le privé représente, d'après aussi les statistiques de l'État, représente à peu près 60% de la masse ouvrière. Donc, c'est important, c'est capital quand même. Oui. Avoir 60% d'ouvriers qui n'adhèrent pas dans un syndicat. Donc, absolument. Mais il semble que tout soit fait dans le privé, surtout dans les grosses boîtes du privé, pour empêcher la naissance de syndicats qui n'obéissent pas au patron, quoi, au maître des lieux. Exact.
Ouais. Parce que quand tu dis la tripartite, elle est composée du patronat et de l'État et de Absolument. l'UGTA. Absolument. Donc c'est la même lignée. Voilà. Moi, je veux vous dire que la CSA veut aussi, disons, investir dans même les retraités. Donc D'accord. ils vont essayer, la prochaine étape, c'est de ne plus laisser les retraités uniquement entre les dents de l'UGTA. C'est vrai que les retraités aujourd'hui, c'est les ben, parents pauvres, les gens qui ont travaillé 40 ans, qui n'ont pas de quoi vivre et qui n'ont pas de représentants dignes de ce nom. Je vais vous dire une chose, à chaque fois qu'un travailleur part en retraite, il est de fait dans la FNTE, qui est plutôt la FNTR, je pense, la Fédération nationale des travailleurs, des retraités, je pense. Oui. On leur fait une ponction et cotise sans le vouloir. De force. De force. Obligatoire. Et sont automatiquement dans le syndicat. Le syndicat Donc, du régime. tout ça, on va essayer les syndicats autonomes vont essayer de poser justement ce genre de problème. Donc il y a deux chantiers qui sont très importants. Abstraction faite du code du travail, des différents statuts, là, des parents retraites, ainsi de suite. Mais si on arrive à rallier justement ces masses-là, ces deux masses-là, les travailleurs du privé, plus les retraités, donc ça fera la force de la Confédération. Et peut-être on va ébranler ce système-là, et peut-être on va le pousser de nous accepter d'être dans la même table pour des négociations pour le meilleur des travailleurs de l'Algérie. Monsieur Marianne, très belles ambitions. C'est magnifique d'entendre un tel discours. Vous pensez que ce régime va vous laisser faire, vous donner les armes avec lesquelles vous pourriez le combattre, ou voire le réduire? Maintenant, est-ce que le régime va autoriser? Mais la situation, elle est là. Une fois le dossier déposé, pour nous, les syndicats autonomes, notre activité va continuer d'une façon comme si on est agréé. À partir du moment où on aura respecté toutes les clauses, tout le dossier demandé, donc il n'y a pas de raison, on est dans une démocratie, on doit accepter de fait le syndicat, la Confédération. Mais vous n'êtes pas en démocratie, monsieur Marianne, vous le savez très bien. Je le dis entre parenthèses. Ils disent en démocratie, et bien on est en démocratie, on doit bénéficier de ce mot démocratie qui le dit. Maintenant, pour le dossier, je corrige, il sera déposé probablement la semaine prochaine. On est en train de peaufiner le dossier administratif. Maintenant, est-ce qu'ils vont nous autoriser? Ils n'ont jamais autorisé un syndicat autonome dès le début. Il a fallu mener des combats et des combats pour finir par la suite arracher son récépissé d'enregistrement. Donc la bataille est rude, ce qui nous attend, mais on ira jusqu'au bout pour la création, pour l'enregistrement de la CSA et pour aussi ratisser l'âge à travers tous les secteurs d'activité. Mais justement, M. Marianne, excusez-moi de vous interrompre. Justement, pourquoi n'y a-t-il dans cette confédération que des syndicats des classes moyennes ou classes moyennes supérieures de la fonction publique? Pourquoi n'avez-vous pas avec vous des salariés des autres secteurs, notamment du privé, notamment de Sonatrach, Sonelgaz, les cheminots, les dockers, et j'en passe? Le privé, on vit en Algérie, n'autorise pas la création des syndicats autonomes en son sein. Et avec la crise économique, le chômage, qui peut prendre le risque, s'il n'est pas protégé, de créer un syndicat dans le privé? L'inspection du travail, on connaît dans quelles conditions elle travaille, elle ne le fera pas. Donc on va les encourager à créer, nous, la CSA. On va encourager déjà d'abord la création, parce que notre statut est clair, syndicat autonome qui rejoint la CSA. Donc il faut le créer. Ce n'est pas des individus que l'on peut joindre à la CSA, c'est des syndicats autonomes dans les différents secteurs. Dans le privé, il n'existe pas. Donc notre tâche aussi, c'est de les aider. Dans Sonatrach, des contacts actuellement sont faits avec des ouvriers de Sonatrach, avec nos camarades de la CSA, pour créer des sections. Donc, tout reste à faire. On doit les créer pour pouvoir les intégrer. Ce n'est pas un choix de dire pourquoi on ne les a pas, parce qu'ils n'existent pas. On doit d'abord les créer, puis les intégrer à la CSA, les aider à la création, les décomplexer, les encourager, les aider aussi. Une fois créés, leur place, bien sûr, elle est au sein de la CSA, puisqu'ils le désirent. Le problème, c'est qu'il n'existe pas actuellement. Les syndicats agréés, et on est à train, qui veulent lutter, bien sûr, qui ont plus des affinités identiques dans la lutte syndicale,
se retrouvent dans la CSA. Mais M. Marianne, vous avez entendu dire, comme nous tous, que c'est paru à Al-Khabar, que la présidence va réorganiser, restructurer le DRS qu'elle avait réussi à démanteler. Pourquoi? Justement parce que des nuages très sombres se profilent à l'horizon, qu'il va falloir contrôler un peu tout le monde, subversion, manipulation, infiltration. Vous ne craignez pas d'être infiltré au sein de cette nouvelle confédération, que ça se passe comme d'habitude, qu'ils essaient de vous faire exploser ou imploser? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi je ne pense pas? Actuellement, je ne dirais pas qu'il y a un filtre au sein de la CSA, mais les gens convaincus qui se réunissent, qui proposent, qui sont à l'avant-garde des luttes, on les connaît. Maintenant, s'il y a un syndicat qui arrive et qui fait, comment dirais-je, diversion ou bien va en contradiction avec les affinités, les orientations de la CSA, il sera vite exclu. Maintenant, le problème qui peut se poser, je ne dis qu'on ne vient pas, c'est créer les problèmes au sein des syndicats existants au sein de la CSA et non pas de la CSA. Comme ils ont créé, il faut le signaler, pour nos camarades du CNES, du Conseil national de l'enseignement secondaire. Ils ont encouragé une deuxième aile avec la même appellation du CNES pour suspendre tout le monde. Et je viens de lire même un communiqué identique pour un autre syndicat qui est à l'intérieur de la CSA. Voilà ce qui peut se réaliser, c'est-à-dire cloner, comme vous l'avez dit, créer une aile avec un nom identique pour pouvoir suspendre tout le monde. Mais la CSA, on a des statuts, on a un règlement intérieur, on veille, comme on dit, au grain, mais ils ont plus d'un tour dans leur sac. Moi, j'ai peur, c'est des lois. Ils vont promulguer des lois qui vont encore verrouiller davantage, comme ils en ont fait juste après 88, lorsqu'ils ont promulgué la loi 91, la loi 90. Juste après, il y a d'autres lois qui les ont modifiées. À chaque fois, il y a un verrouillage des libertés syndicales qui viennent s'ajouter aux lois existantes, comme le Code du travail, qui est en train d'être peaufiné dans le noir. Dans le noir, on ne sait pas. C'est l'épée Damoclès qui nous attend, qui est suspendue sur notre tête. Qu'est-ce qu'il va prendre encore ce Code du travail qu'ils sont en train de faire dans l'opacité totale? Restez avec nous, M. Marianne. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un dernier tour de micro. Idir Achour, comment expliquez-vous cette disparition du sens et de l'esprit syndical dans quasiment toutes les catégories socio-professionnelles, excepté celle des enseignants, par exemple, notamment, de rares autres milieux professionnels? Pourquoi ce sens, cet esprit du syndicat, de la contestation, de la revendication, a-t-il quasiment disparu? Eh bien, pour dire, d'abord, j'ai dit déjà, il y a des contextes qui ont poussé à la création de ce qu'on appelle du syndicat sectoriel ou du syndicat corporatiste. Donc, il y avait des conditions qui ont fait qu'ils ont poussé les enseignants à structurer dans leurs syndicats corporaux des médecins, des pilotes d'avion, des enseignants du supérieur, etc. Parce qu'il y avait un contexte de réforme économique, d'attaque aux acquis des travailleurs déjà acquis historiquement. Eh bien, les enseignants sont sentis menacés dans leur métier, etc. Ils n'ont trouvé que ce cadre pour défendre leur métier et leur situation socio-professionnelle. Le constat qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que tout le monde reconnaît que le syndicalisme sectoriel ou corporatiste a atteint ses limites, vu que l'attaque est globale pour le monde du travail et que la réponse il est soit sectoriel, soit corporatiste, etc. Et c'est ce qui a permis au pouvoir en place de mettre en échec les différentes luttes entamées depuis des années, malgré qu'il y a eu des situations où ces luttes corporatistes ou sectorielles ont arraché quand même des acquis considérables pour leur secteur ou pour leur corporation. Aujourd'hui, le défi est là. C'est que dès qu'on prend conscience, on se met en marche et on arrive à une situation. C'est à partir de cette situation maintenant que je vais répondre, est-ce que le gouvernement en place va le laisser faire ou pas? À mon sens, la question, moi je ne la pose pas de ce côté.
je la pose pour nous-mêmes, pour dire quelle est l'énergie qu'on a pour maintenir cette mobilisation, pour éviter notre infiltration, vu l'expérience qu'on a déjà cumulée, comment on va éviter toute forme d'infiltration, toute attaque pour casser cette nouvelle dynamique de la Confédération des syndicats autonomes. Bien sûr, l'objectif principal, c'est de pouvoir rallier tout le monde dans cette corporation, tout ce qui sont margots en Algérie, dans le monde du travail. Et restez avec nous, Idira Achour. Désolé de vous interrompre. Idira Achour, excusez-moi de vous interrompre. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vais faire un dernier tour de micro. Vous aurez 1 minute chacun. Lancer un appel ou faire un constat ou une conclusion. Azwa ou Khlaf, en 1 minute, s'il vous plaît. Bon, juste pour rappeler, pour ne pas perdre espoir, bon, en connaissant la nature du régime, moi, j'aimerais bien revenir aux années 89. Donc, c'était le contexte du chômage, les licenciements collectifs, la crise du logement la plus aiguë, les pénuries incessantes des produits alimentaires. Donc, ça a poussé la protestation populaire donc, à venir secouer violemment l'État. Donc, et l'État n'a pas tardé donc, à réprimer dans le sang ce mouvement, mais rien n'empêche. Après ça, nous avons eu une petite lueur d'espoir, celle de parler et d'agir. Donc, cette étape-là est terminée. Aujourd'hui, nous sommes devant une autre étape. Justement, avec la naissance de cette confédération, c'est une nouvelle donnée. Donc, j'espère que les travailleurs, d'une manière générale, vont s'unir autour de cette confédération. Et je suis sûr et certain que si tous les syndicats se mobilisent derrière cette confédération, on arrivera à s'imposer comme un interlocuteur valable avec le système. Voilà. Monsieur Marianne, en 1 minute, s'il vous plaît, pour conclure. Moi, je dirais que le syndicalisme est toujours déterminé par les conditions structurelles qui l'ont vu naître. On s'est regroupé dans chaque syndicat par affinité professionnelle et non affinité idéologique politique. Et vu la configuration politique existante dans chaque syndicat, moi, mon souhait le plus cher, c'est la convergence des partis politiques qui sont contre tout ce qui se passe d'opacité, de traîtrise, de hogra en Algérie. Cette convergence peut aider la convergence des syndicats autonomes et se transformer en acteurs de changement sociopolitique. Merci, M. Marianne. Idira Achour, moins d'1 minute, s'il vous plaît. 2019 est l'année de la mobilisation de tous les travailleurs algériens. L'espoir existe et qu'il n'y a que nos luttes qui sont capables d'imposer une nouvelle politique qui va répondre à nos intérêts collectifs. Parce que si aujourd'hui on essaie d'appliquer la force de la loi, si ça ne marche pas, nous sommes obligés d'y aller à la loi de la force. Et cette loi de la force, il ne peut s'exécuter que par notre mobilisation pour faire face à l'ensemble des attaques que nous subissons quotidiennement. Mon appel est lancé à tous les travailleurs à se mobiliser en ce 2019 pour maintenir nos acquis et arracher d'autres acquis et de cesser d'être dans la défensive, mais d'y aller vers l'offensive tout en souhaitant une bonne et heureuse année à tout le monde et à tous qui nous écoutent pendant cette émission. Merci beaucoup. Merci Idira Achour, merci Azwa Khlaf, merci Marianne. Retenez bien ce sigle, CSA, Confédération syndicale algérienne, une promesse et le constat vivant que l'esprit syndical n'est pas mort dans ce pays, que ce régime n'aura pas réussi à tout phagocyter, à tout détruire, à tout dévaster. Et j'espère que tous les travailleurs de ce pays comprendront qu'il y va de notre survie à tous de nous organiser, de nous unir, de nous allier contre l'ennemi commun, ce régime prédateur qui a littéralement saccagé ce malheureux pays. Merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, b'slama.